Tu es tellement pathétique, railla ma sœur en exhibant la bague en diamant que notre grand-mère m'avait laissée. Michel et moi allons nous marier, et il m'a aidé à tout obtenir, la maison, l'argent, les bijoux. Il ne te reste rien. Je souris calmement. En fait, il y a quelque chose que vous devriez savoir tous les deux. Je m'appelle Isabelle Dubois, j'ai 34 ans. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et cliquez sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait, car ce qui s'est passé ensuite a changé nos vies à tout jamais. Grandir à Rennes avec Nathalie, c'était comme vivre avec une ombre constante. De 2 ans ma cadette, elle parvenait toujours, d'une manière ou d'une autre, à se mettre sous les projecteurs. Pourquoi ne peux-tu pas être davantage comme ta sœur, devint le refrain de mon enfance. Nathalie, avec ses notes parfaites, sa peau impeccable, sa capacité innée à charmer chaque adulte dans un rayon de 5 mètres. Je n'étais en aucun cas un échec, mais à côté de la perfection calculée de Nathalie, mes efforts sincères semblaient toujours manquer de quelque chose. Nos parents, Richard et Diane Dubois, n'ont jamais eu l'intention de créer cette compétition. Papa, avocat d'affaires, et maman, pédiatre, voulaient simplement le meilleur pour leurs 2 filles. Mais leur louange pour les réussites de Nathalie se faisait souvent au détriment de la reconnaissance des miennes. Ils ne voyaient pas comment Nathalie renversait, accidentellement, mon projet scientifique la veille de l'exposition, ou comment elle répandait des rumeurs parmi mes amis quand je commençais à attirer l'attention à laquelle elle estimait avoir droit. Seule notre grand-mère Éléonore voyait clair dans cette dynamique. Cette fille, marmonnait-elle lorsque Nathalie jouait son numéro d'ange pour nos parents. Pendant les étés dans la vaste demeure ancienne de grand-mère à Dinard, les règles changeaient. Éléonore Chevalier Dubois avait monté son propre cabinet d'expertise comptable dans les années 1960, à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles tiennent leur foyer, pas qu'elles dirigent des entreprises. Elle n'avait aucune patience pour la manipulation. Isabelle a de la substance, dit-elle un jour à ma mère lors d'une discussion animée sur ma sous-performance comparée à Nathalie. C'est plus rare que vous ne le pensez. Ces étés devinrent mon sanctuaire. Pendant que Nathalie boudait durant les visites obligatoires, j'absorbais les histoires de grand-mère Éléonore sur l'indépendance financière, l'intégrité en affaires et l'importance d'avoir sa propre sécurité, distincte de toute relation. Elle m'apprit à investir, à comprendre les contrats, à reconnaître la valeur au-delà du superficiel. Cette bague, me dit-elle le jour de mon 16e anniversaire, en me montrant le diamant de 3 carats serti dans une monture complexe en platine, appartenait à ma mère. Un jour, elle sera tienne, non pas parce que tu es l'aîné, mais parce que tu comprends ce qu'elle représente, la force des femmes de notre famille. Les yeux de Nathalie avaient brillé de jalousie lorsqu'elle avait surpris cette conversation. Ce soir-là, plusieurs de mes cadeaux d'anniversaire disparurent mystérieusement. J'ai rencontré Michel Fournier pendant ma 2e année de droit à l'université de Rennes. Grand, charmant, avec un sourire qui semblait empreint d'une chaleur sincère, il représentait tout ce que je pensais vouloir, l'intelligence, l'ambition et ce qui paraissait être de l'authenticité. Après mon enfance passée à rivaliser avec la performance de perfection de Nathalie, la sincérité apparente de Michel était irrésistible. Nous sommes sortis ensemble pendant 18 mois avant qu'il ne me demande en mariage avec un diamant modeste qui convenait à ma nature pratique. Je sais qu'elle n'est pas aussi impressionnante que la bague de ta grand-mère, dit-il, mais un jour, je t'en offrirai une tout aussi belle. Je l'ai assuré que j'aimais la bague qu'il avait choisie, mais quelque chose dans son expression m'est resté, une lueur de calcul que j'ai choisi d'ignorer. Notre mariage fut petit mais élégant, avec Nathalie comme demoiselle d'honneur réticente. Tu fais une erreur, me dit-elle la veille. Il se contente de toi. J'ai balayé ses paroles, y voyant la jalousie typique de Nathalie. À 28 ans, je me mariais avant elle, lui volant la vedette pour une fois. Ce que j'ignorais alors, c'est que Nathalie avait déjà jeté son dévolu sur Michel. À notre réception de mariage, Amandine, ma colocataire d'université, mentionna les avoir vus en grande conversation lors du dîner de répétition. Il semblait intense, observa-t-elle. J'en ai ri. Michel venait de rejoindre le cabinet d'avocats de mon père, naturellement, ils avaient des choses à se dire. La première année de mariage parut parfaite. Nous avons acheté un appartement en copropriété à Rennes, fusionné nos finances, ce contre quoi grand-mère Éléonore m'avait mis en garde, garde toujours quelque chose qui n'appartient qu'à toi, Isabelle, et prévu d'avoir des enfants un jour. Les fissures commencèrent à apparaître la 2e année. De mystérieuses soirées tardives au bureau, des dépenses inexpliquées, des mots de passe soudainement changés sur nos comptes communs. Quand j'ai découvert que Michel avait siphonné des euros de notre épargne commune vers un compte privé,
il a mis ça sur le compte du stress au travail et de dépenses impulsives. Quand j'ai trouvé des SMS d'une certaine Anne, avec des émojis cœur, il a prétendu que c'était une cliente qui avait du mal avec les limites. Je voulais le croire. Le diagnostic de grand-mère Éléonore tomba la semaine même où j'ai trouvé la preuve définitive de la liaison de Michel, du rouge à lèvres sur son col, comme un cliché de mauvais film. Cancer du pancréas stade 4, agressif et impitoyable. 4 à 6 mois, dit doucement le médecin. Mon monde s'effondra sur plusieurs fronts. J'ai demandé le divorce le lendemain, puis j'ai conduit jusqu'à Dinard pour être avec grand-mère. Je ne pouvais pas lui parler de Michel, pas alors qu'elle faisait face à sa propre mortalité. Au lieu de cela, je me suis installé dans sa chambre d'amis et me suis consacré à rendre ces derniers mois confortables, prenant un congé à la fois de mon mariage et de mon poste dans une association d'aide juridique. Nathalie venait occasionnellement, toujours lorsque d'autres membres de la famille étaient présents, toujours avec le cadeau parfait et des larmes appropriées. Grand-mère l'observait avec des yeux plissés mais ne disait rien. Je mets à jour mon testament, me dit grand-mère un soir alors que je l'aidais à organiser ses médicaments. La maison et la plupart de mes investissements te reviendront, Isabelle. Tu auras besoin de sécurité après ce divorce. Comment le savais-tu, demandai-je, stupéfaite. J'ai été mariée 2 fois et j'ai enterré mes 2 maris. Je reconnais ce regard, répondit-elle simplement. La bague est toujours tienne, bien sûr. Et j'ai mis de côté une somme généreuse pour Nathalie, bien que Dieu sache qu'elle ne le mérite pas après s'être à peine montrée pendant ma maladie. Quand grand-mère Éléonore s'éteignit paisiblement dans son sommeil 3 mois plus tard, Nathalie apparut aux funérailles au bras de Michel, son visage un masque parfait de chagrin. J'étais trop dévasté par la mort de ma grand-mère pour traiter pleinement cette trahison. Ce n'est qu'à la lecture du testament, la semaine suivante, que toute l'étendue de leur relation devint claire. Michel, en tant qu'étoile montante du cabinet de mon père, s'était immiscé d'une manière ou d'une autre dans la gestion de la succession de grand-mère, malgré le conflit d'intérêts évident. Et Nathalie, avec ses larmes théâtrales et son inquiétude soudaine pour le pauvre état mental d'Isabelle, après son divorce, s'était positionnée comme le membre responsable de la famille. J'aurais dû le voir venir, mais le chagrin a une façon d'aveugler même la personne la plus prudente. Et je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. Le premier indice de leur stratagème est apparu lors de la lecture du testament au bureau de l'avocat de grand-mère Éléonore. Maître Henri Blanchard avait été son ami et avocat pendant 40 ans, mais il semblait étrangement mal à l'aise alors qu'il se préparait à lire le document. Avant de commencer, dit-il en ajustant ses lunettes, je tiens à noter que ce testament a été mis à jour il y a tout juste 3 semaines. Éléonore a apporté des modifications importantes par rapport à sa version précédente. Mon estomac se noie. Il y a 3 semaines, grand-mère était lourdement médicamentée contre la douleur. Ses moments de lucidité avaient été rares et précieux. Maître Blanchard s'éclaircit la gorge et commença à lire. À mon grand choc, le testament léguait la demeure de Dinard, la majeure partie de son portefeuille d'investissement et tous les bijoux de famille, y compris la bague en diamant, à Nathalie. Je ne recevais qu'un petit legs en espèces qui représentait moins de 5% de la succession. Il doit y avoir une erreur, dis-je, ma voix à peine audible. Grand-mère m'a dit spécifiquement que la maison et la bague seraient à moi. Michel, assis à côté de Nathalie, la main sur son genou, parla de sa voix d'avocat la plus raisonnable, Isabelle a été soumise à une tension énorme. Sa mémoire peut être compromise. Mon père fronça les sourcils. Maître Blanchard, cela ne ressemble pas du tout à Éléonore. Maître Blanchard acquiesça gravement. J'ai exprimé des préoccupations similaires lorsqu'elle a demandé ces changements. Cependant, elle a insisté sur le fait qu'elle était saine d'esprit et le document a été dûment attesté. Par qui, demandai-je. Maître Blanchard consulta le document. Michel Fournier et Diane Dubois. Ma propre mère et mon ex-mari avaient été témoins de ce testament suspect. Maman détourna le regard quand je croisai ses yeux. Nathalie dit, Éléonore voulait mettre à jour certaines choses. Michel m'a assuré que c'était une routine. Au cours des semaines suivantes, la trahison se déroula comme une pièce soigneusement orchestrée. Michel avait manipulé la confiance de ma mère en son expertise juridique. Nathalie avait profité de l'état médicamenteux de grand-mère. Ensemble, ils avaient produit un testament qui contredisait complètement tout ce que grand-mère Éléonore avait prévu. J'ai consulté 3 avocats spécialisés en succession différents, qui m'ont tous conseillé que contester le testament serait difficile, coûteux et pourrait finalement échouer sans preuve claire de coercition ou d'incapacité mentale documentée par des professionnels de la santé au moment de la signature.
Ces affaires se résument souvent à parole contre parole, expliqua l'un d'eux doucement. Pendant ce temps, Nathalie ne perdit pas de temps à réclamer son héritage. Elle emménagea dans la demeure de Dinard, fit expertiser les bijoux de grand-mère et commença à liquider certains des investissements. Chaque étape était comme un couteau qui se tordait plus profondément. Elle vend la collection d'art de grand-mère, rapporta ma cousine Léa après être passée devant la maison. Il y avait un expert là-bas hier. La trahison s'étendit au-delà des possessions matérielles. Les amis de la famille commencèrent à m'éviter, mal à l'aise avec le conflit. Les parents prirent parti, beaucoup croyant le récit de Michel et Nathalie selon lequel j'étais mentalement instable et avais en quelque sorte maltraité grand-mère pendant sa maladie. Ils disent que tu volais ses médicaments, me dit papa avec hésitation autour d'un café, et que tu as fait pression sur elle pour qu'elle change son testament en ta faveur, mais qu'elle a résisté. C'est exactement ce qu'il faisait, m'exclamai-je, attirant les regards des tables voisines. Comment peut-on croire ça? Papa soupira lourdement. Nathalie a toujours été convaincante, et Michel a une crédibilité juridique. De plus, le testament final existe, et il est en leur faveur. Même ma mère, bien que clairement mal à l'aise avec son rôle dans la situation, ne pouvait se résoudre à confronter directement Nathalie ou Michel. Peut-être que c'est ce qu'Éléonore voulait vraiment à la fin, suggéra-t-elle faiblement. Les gens changent d'avis. Je me sentais de plus en plus isolé. Mon appartement, une petite location que j'avais trouvée après avoir quitté l'appartement en copropriété que Michel avait gardé lors du divorce, semblait vide et impersonnel comparé à la chaleur de la demeure de grand-mère. Mon compte en banque, épuisé par les consultations juridiques et la réduction de mes revenus pendant la maladie de grand-mère, ne pouvait pas soutenir une longue bataille judiciaire. Le coup de grâce arriva lorsque je reçus une invitation à la fête de fiançailles de Nathalie et Michel, qui devait se tenir chez grand-mère Éléonore, maintenant la maison de Nathalie. La cruauté de la chose me coupa le souffle. Tu devrais venir, dit Nathalie lorsqu'elle appela pour donner suite à l'invitation. Ça montrerait à tout le monde que tu passes à autre chose de manière saine. En te regardant épouser mon ex-mari dans la maison de grand-mère tout en portant sa bague. C'est ta définition de saint? Son rire fut froid. Michel n'a jamais été fait pour toi, Isabelle. Il avait besoin de quelqu'un de plus spécial, quelqu'un qui comprend l'ambition. Et grand-mère était clairement d'accord avec moi à la fin. Je raccrochai sans répondre, puis passai la nuit à alterner entre des larmes de rage et des recherches désespérées sur Internet pour trouver une faille juridique qui pourrait m'aider à récupérer ce qui m'appartenait de droit. Mais chaque chemin semblait bloqué par l'expertise juridique de Michel et le charme manipulateur de Nathalie. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas de perdre les biens matériels, bien qu'ils représentent une sécurité financière qui me manquait désormais. C'était l'effacement des véritables volontés de grand-mère Éléonore et la corruption de son héritage. Elle avait bâti sa vie sur l'intégrité et l'indépendance, des valeurs que Nathalie non seulement n'incarnait pas, mais sapait activement. Et pourtant, malgré les preuves accablantes contre moi, quelque chose dans la situation ne collait pas. Grand-mère Éléonore avait été méticuleuse dans ses affaires, même dans ces derniers mois. Elle avait organisé ses papiers, étiqueté des photographies et discuté explicitement de ses souhaits. Aurait-elle vraiment tout changé sans au moins me le dire? Avec cette question brûlante à l'esprit, je décidai de rendre visite à Maître Blanchard une fois de plus, non pas en tant que cliente cherchant des conseils juridiques, mais en tant que petite fille de sa plus vieille amie, à la recherche de la vérité. La confrontation qui changea tout eut lieu un mardi après-midi pluvieux, exactement 3 mois après la mort de grand-mère Éléonore. Je n'avais pas prévu de visiter la demeure de Dinard ce jour-là. En fait, j'évitais activement de passer devant, la vue des camions de déménagement et des voitures inconnues dans l'allée étant trop douloureuse à supporter. Mais Amandine appela avec des nouvelles que je ne pouvais ignorer. Il vide le grenier aujourd'hui. Une entreprise de débarras vient d'arriver. Le grenier. Les archives personnelles de grand-mère, des décennies de documents commerciaux, de photographies de famille et de journaux intimes. Mon cœur s'emballa tandis que j'attrapais mes clés et mon imperméable, sans prendre la peine de prendre un parapluie. J'arrivai pour trouver l'allée encombrée de véhicules, un grand camion Ben, la nouvelle Mercedes de Nathalie achetée avec l'argent de l'héritage, et la BMW familière de Michel. La porte d'entrée était ouverte malgré la pluie, des ouvriers transportant des cartons et des meubles vers le camion. Personne ne m'arrêta alors que j'entrais dans la maison et montais les escaliers familiers jusqu'au 3e étage. L'odeur des sachets de lavande de grand-mère flottait encore dans le couloir, maintenant mêlée à la poussière et à l'humidité alors que les ouvriers piétinaient avec des bottes boueuses. Je trouvai Nathalie dans le grenier, dirigeant les ouvriers avec des gestes impérieux.
Elle portait un jean de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, le collier de perles de grand-mère et, le plus douloureux, la bague en diamant, maintenant redimensionnée pour s'adapter à son doigt. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais avec les papiers personnels de grand-mère ?» répliquai-je, désignant les boîtes étiquetées, accent aigu C du bois, transportées vers les escaliers. « Je vide les vieilleries, répondit-elle avec dédain. Cette maison a besoin d'être modernisée avant le mariage. On ne peut pas avoir toute cette histoire ancienne qui encombre l'endroit. Ce ne sont pas des vieilleries, ce sont les journaux intimes et les dossiers professionnels de grand-mère. Elle haussa les épaules. Plus maintenant. Ils sont à moi maintenant, et je m'en débarrasse. Ses yeux se plissèrent. Tu ne devrais pas être au travail ? Ou tu as perdu ce boulot aussi ? Michel apparut en haut des escaliers, son expression passant de la surprise au charme calculé en me voyant. Isabelle, c'est inattendu. Je suis ici pour sauver les papiers de grand-mère de la décharge, dis-je en me dirigeant vers une pile de boîtes. Michel se plaça devant moi. Tout ici appartient à Nathalie maintenant. Tu dois partir. Après avoir pris les écrits personnels de grand-mère, insistai-je. Vous pouvez avoir la maison et tout le reste, mais ces journaux devraient être préservés. Nathalie éclata de rire, le son aigu et froid dans le grenier poussiéreux. Mon Dieu, tu es si pathétique. Tu t'accroches encore à des miettes alors que tu devrais simplement accepter que tu as perdu. Elle leva la main, le diamant captant le peu de lumière qui filtrait à travers les fenêtres zébrées de pluie. Michel et moi allons nous marier, et il m'a aidé à tout obtenir, la maison, l'argent, les bijoux. Il ne te reste rien. Je sentis quelque chose changer en moi, non pas se briser, mais durcir, comme de la glace se formant sur une eau turbulente. Tu penses vraiment que tu as gagné, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de gagner, dit Michel doucement, bien que ses yeux disent le contraire. Le testament est clair sur les volontés d'Éléonore. Un testament que tu as aidé à créer alors qu'elle était lourdement médicamentée, répondis-je. Comme c'est pratique. Le sourire de Nathalie devint vicieux. Prouve-le. Oh, attends, tu ne peux pas. Parce que tous les documents légaux montrent que tout était en règle, n'est-ce pas Michel ? Il acquiesça, son masque professionnel fermement en place. Le testament est juridiquement contraignant et correctement exécuté. Tes accusations frisent la diffamation, Isabelle. C'est pour ça que vous détruisez les papiers de grand-mère ? Pour éliminer toute preuve qui pourrait contredire votre histoire ? Michel posa sa main sur le bas du dos de Nathalie, le même geste qu'il avait autrefois utilisé avec moi. Nous rénovons, nous ne détruisons pas de preuves. Ta paranoïa est préoccupante. Tu es si pathétique, répéta Nathalie en tortillant la bague en diamant. Toujours la préférée de grand-mère, toujours à penser que tu mérites un traitement spécial. Eh bien, devine quoi ? J'ai gagné cette fois. J'ai eu l'homme, la maison, l'argent, tout ce que tu pensais être à toi. À cet instant, en regardant ma sœur jubiler tout en portant la bague de notre grand-mère, quelque chose se cristallisa en moi. Pas la rage, bien qu'elle couvât sous la surface. Pas le désespoir, bien que la perte me fît encore mal. C'était la clarté, pure, froide et étonnamment apaisante. Je souris, l'expression si sincère qu'elle sembla les déstabiliser tous les deux. Qu'est-ce qui est si drôle ? demanda Nathalie. Vous avez tout pris, sauf la seule chose qui compte vraiment, dis-je doucement. Michel fronça les sourcils. De quoi parles-tu ? Je plongeai la main dans ma poche et sentis les bords de l'enveloppe que je portais depuis des semaines. La dernière lettre de grand-mère Éléonore à moi, écrite de sa main de plus en plus tremblante et donnée à Amandine pour qu'elle la garde en lieu sûr jusqu'après les funérailles. Vous le saurez bien assez tôt, répondis-je en me tournant vers les escaliers. Profitez de la maison tant que vous le pouvez. C'est une menace, cria Michel derrière moi, son esprit juridique calculant déjà les problèmes potentiels. Je m'arrêtai en haut des escaliers et les regardai, mon ex-mari et ma sœur, entourés des pièces démantelées de la vie de ma grand-mère, tous deux arborant des expressions qui mêlaient triomphe et malaise. Ce n'est pas une menace, répondis-je calmement. C'est une promesse. Grand-mère Éléonore m'a appris bien plus que vous ne le réalisez tous les deux. En sortant sous la pluie, les laissant dans le grenier avec leurs possessions volées, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, l'espoir. Le point de rupture ne m'avait finalement pas brisé. Il m'avait recentré. Dans ma voiture, je sortis soigneusement la lettre de grand-mère de ma poche et relus les mots qui étaient devenus ma boussole. Isabelle,
Ma chérie, souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, les choses les plus précieuses ne peuvent pas être volées. Fais-toi confiance, suis la carte et sache que j'ai tout prévu, même la trahison. Il était temps de suivre la carte. Le bureau de Maître Blanchard n'avait pas changé au cours des 30 années où je l'avais fréquenté, boiserie, livres de droit reliés en cuir et la faible odeur de tabac à pipe, bien qu'il ait arrêté de fumer une décennie auparavant. Sa secrétaire, Marion, m'accueillit avec une chaleur sincère. Il espérait que vous reviendriez, chuchota-t-elle en me conduisant à son bureau. Il a quelque chose pour vous. Maître Blanchard se leva lorsque j'entrai, sa haute silhouette plus voûtée que dans mes souvenirs. Isabelle, merci d'être venue. Je n'étais pas sûr que vous voudriez me voir après tout ça, admis-je en prenant le siège offert. Votre grand-mère était ma plus vieille amie, répondit-il simplement. Et j'exerce le droit depuis 50 ans. Je sais quand quelque chose ne colle pas, pendant l'heure suivante, Maître Blanchard expliqua ce qu'il avait découvert depuis notre dernière rencontre. Bien qu'il ait été légalement obligé d'exécuter le testament tel qu'il était écrit, il avait de sérieuses préoccupations quant à sa validité. Éléonore était méticuleuse dans ses affaires. Cette révision hâtive n'avait aucun sens. Il avait commencé à enquêter discrètement, examinant ses notes de réunion et ses communications avec grand-mère au cours de l'année précédente. 3 mois avant sa mort, elle m'a dit qu'elle créait quelque chose qu'elle appelait une assurance, un plan B au cas où quelque chose arriverait à son testament original. Ma main alla à ma poche, sentant la lettre de grand-mère. Une carte, murmurai-je. Maître Blanchard acquiesça, les yeux brillants. Elle vous a donné sa lettre. Bien. Je n'étais pas certain qu'elle vous soit parvenue. Amandine me l'a remise après les funérailles. Mais je ne comprends pas. Quelle carte? Quelle assurance? Maître Blanchard déverrouilla le tiroir de son bureau et en sortit un mince dossier. Éléonore savait que quelque chose n'allait pas dans ces dernières semaines. Elle était trop faible pour le combattre directement, mais elle a laissé des indices. Il fit glisser le dossier vers moi. Voici ce que j'ai reconstitué. Ce n'est pas complet, mais c'est un début. À l'intérieur se trouvait une chronologie des activités financières de grand-mère dans les mois précédant sa mort, transactions, changements de compte et, surtout, la création d'une fiducie qui n'était pas mentionnée dans le testament contesté. Elle a transféré des actifs importants à cette fiducie 2 mois avant sa mort, expliqua Maître Blanchard, bien avant que le testament ne soit modifié. La fiducie a des conditions spécifiques de distribution qui ne peuvent être modifiées, même par un testament ultérieur. L'espoir jaillit en moi. Est-ce légal? Complètement. Les fiducies et les testaments sont des mécanismes juridiques distincts. La fiducie existe indépendamment du testament et devrait être contestée séparément, ce qui serait extrêmement difficile étant donné la documentation claire de la compétence mentale d'Éléonore au moment où elle l'a créée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dit Maître Blanchard avec le premier sourire que je lui avais vu depuis la mort de grand-mère, que même si Nathalie a la maison et certains actifs, elle n'a pas tout. Loin de là. La fiducie, appris-je, contenait près de 60% de la succession totale de grand-mère, y compris ses participations commerciales, ses investissements les plus précieux et une composante substantielle en euros, le tout désigné pour moi, avec Maître Blanchard comme fiduciaire. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant, demandai-je, submergé par cette révélation. La fiducie a une clause de confidentialité. Je ne pouvais pas divulguer son existence avant que certaines conditions ne soient remplies. Il vérifia sa montre. Ce qui s'est produit il y a exactement 1 semaine, 3 mois après la mort d'Éléonore. Mon esprit s'emballa. Michel est-il au courant de ça? Non. Éléonore a spécifiquement créé cette structure pour qu'elle soit invisible à une inspection juridique sommaire. Il faudrait une enquête comptable forensique spécialisée pour la découvrir, et ils n'ont aucune raison d'en mener une puisqu'ils croient avoir déjà tout gagné. Fort de cette nouvelle compréhension, Maître Blanchard et moi avons élaboré une stratégie. Bien que la fiducie ait assuré mon avenir financier, elle ne réglait pas la question de la maison volée ou des héritages familiaux. Pour cela, nous devions invalider le testament frauduleux. Nous avons besoin de preuves de coercition ou d'incapacité mentale, expliqua Maître Blanchard. Sans cela, contester le testament reste difficile. Qu'en est-il des dossiers médicaux de grand-mère, suggérai-je. Elle était sous de fortes doses de morphine quand ils lui ont fait signer le Nouveau Testament. Les dossiers médicaux montrent qu'elle avait des périodes de lucidité. Michel a été prudent là-dessus. Je pensais à la référence à la carte dans la lettre de grand-mère.
Et s'il y avait quelque chose dans ses papiers personnels, ses journaux ou ses notes de cette période? Ce serait extrêmement utile si nous pouvions y accéder. Je décrivis la scène à la demeure de Dinard, avec Nathalie vidant le grenier. Ils détruisent des preuves. L'expression de Maître Blanchard se durcit. Pas si nous pouvons les arrêter. Je vais déposer une injonction d'urgence cet après-midi pour suspendre toute élimination des effets personnels d'Éléonore en attendant l'enquête sur la validité du testament. Pendant que Maître Blanchard travaillait sur les manœuvres juridiques, je contactai Léa et Amandine, sollicitant leur aide pour retrouver d'autres témoins potentiels. Irène, l'infirmière à domicile de grand-mère, avait passé plus de temps avec elle que quiconque pendant ces dernières semaines. Elle était à peine consciente quand cet homme a apporté les papiers, confirma Irène lorsque je lui rendis visite à son appartement ce soir-là. Je lui ai dit que ce n'était pas approprié, mais il a dit que c'était une affaire juridique urgente et m'a montré des accréditations du cabinet de votre père. Seriez-vous prête à témoigner de cela? Elle hésita. Je pourrais perdre mon emploi. L'agence a des politiques de confidentialité strictes. Il s'agit de justice pour une femme qui a été abusée sur son lit de mort, dis-je doucement. Que voudriez-vous que quelqu'un fasse si c'était votre grand-mère? Après une longue pause, elle acquiesça. Je vous aiderai. J'ai gardé mes propres notes sur l'état de votre grand-mère. Elle contredisait parfois le dossier officiel, mais je voulais un enregistrement précis. Avec la documentation d'Irène et la stratégie juridique de Maître Blanchard, nous avions les prémices d'une affaire. Mais nous avions encore besoin de plus, quelque chose de définitif qui démêlerait le stratagème de Michel et Nathalie hors de tout doute. La réponse vint d'une source inattendue. Papa appela tard cette nuit-là, la voix tendue d'émotion. J'ai trouvé quelque chose dans mon bureau au cabinet. Une lettre de ta grand-mère, adressée à moi, mais jamais remise. Il marqua une pause. Michel était censé me la donner. Il ne l'a jamais fait. La lettre, datée de 2 semaines avant la mort de grand-mère, exprimait explicitement ses préoccupations concernant l'implication soudaine de Nathalie dans ses soins et l'intérêt inhabituel de Michel pour sa planification successorale. Richard, je crains que quelque chose ne tourne pas rond. S'il m'arrive quoi que ce soit, assure-toi qu'Isabelle reçoive ce que je lui ai promis. J'ai pris des dispositions avec Maître Blanchard, mais je crains une ingérence. Pourquoi Michel cacherait-il cela? Demanda papa, luttant audiblement avec les implications concernant son protégé. Parce que cela contredit directement le récit qu'ils ont créé, expliquai-je doucement. Cela prouve que grand-mère s'inquiétait exactement de ce qui a fini par arriver. Papa resta silencieux un long moment. Je lui ai fait confiance, je l'ai fait entrer chez moi, dans mon cabinet, et pendant tout ce temps. Sa voix se durcit. De quoi as-tu besoin que je fasse? Avec les preuves de papa ajoutées à notre dossier croissant, Maître Blanchard conseilla de procéder avec prudence. Ils ne savent toujours pas ce que nous avons. C'est notre avantage. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons construit notre stratégie méticuleusement. Maître Blanchard déposa l'injonction, suspendant temporairement les plans de rénovation et d'élimination de Nathalie. Je documentais chaque objet que je savais avoir été dans la maison, créant un inventaire de ce qui appartenait de droit à la véritable succession de grand-mère. Irène organisa ses notes et accepta de fournir une déclaration sous serment. Papa mena une enquête interne discrète dans son cabinet, découvrant d'autres cas où Michel avait intercepté des communications ou modifié des documents. Tout au long de ce processus, je gardais un silence complet envers Nathalie et Michel. Ils envoyèrent des messages de plus en plus hostiles en réalisant que quelque chose se passait sur le plan juridique, mais sans pouvoir déterminer exactement quoi ni pourquoi. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» texta Nathalie après avoir reçu l'avis d'injonction. « C'est pathétique, même pour toi. » Je ne répondis pas, laissez-les se demander. Laissez-les s'inquiéter. Grand-mère Éléonore m'avait appris que parfois, la position la plus forte est celle d'un silence patient. Finalement, 3 semaines après la confrontation dans le grenier, Maître Blanchard appela avec des nouvelles. Nous en avons assez. Le juge a accédé à notre requête pour une enquête formelle sur les circonstances entourant la création du testament. Tous les actifs sont gelés en attendant la résolution. Ce soir-là, je m'assis seul dans mon appartement, relisant la lettre de grand-mère et pensant au chemin à parcourir. La bataille juridique serait difficile et potentiellement laide. Les relations familiales pourraient être endommagées de façon permanente. Mais sous ces préoccupations coulait un courant de certitude profonde. Je suivais la carte de grand-mère Éléonore, exactement comme elle l'avait prévu. Mon téléphone vibra avec un SMS de Nathalie.
ça ne change rien. Nous gagnerons. Je souris à sa confiance, sachant ce qu'elle ignorait, que grand-mère Éléonore les avait tous surpassés, même d'outre-tombe. La véritable confrontation allait commencer. La réunion fut fixée au bureau de Maître Blanchard, terrain neutre avec de nombreux témoins. Papa l'organisa sous prétexte de discuter d'une résolution familiale pour éviter d'alerter Michel et Nathalie de ce qui se préparait réellement. Alors que la parajuriste de Maître Blanchard m'escortait vers la salle de conférence, mon pouce accéléra. Après des semaines à rassembler des preuves et à construire notre dossier, le moment de vérité était arrivé. Ils étaient déjà assis quand j'entrai. Nathalie, portant un pull en cachemire crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, la bague en diamant bien en évidence à sa main gauche. Michel, dans un costume sur mesure, son masque professionnel fermement en place. Tous deux dégageaient la confiance de personnes qui croyaient avoir déjà gagné. J'espère que cela ne prendra pas longtemps, dit Nathalie en guise de salutation. Nous avons des rendez-vous avec des prestataires de mariage cet après-midi. Maître Blanchard entra avec papa et maman, dont la présence sembla surprendre Michel et Nathalie. Papa avait maintenu une neutralité prudente en leur présence jusqu'à présent. Merci à tous d'être venus, commença Maître Blanchard en posant un épais dossier sur la table. Nous sommes ici pour discuter de certaines découvertes préoccupantes concernant la succession d'Éléonore Chevalier Dubois. Michel se redressa, ses instincts d'avocat s'activant. Quelle découverte? Le testament est chose jugée. Vraiment? Maître Blanchard ouvrit le dossier. Commençons par les circonstances dans lesquelles ce testament a été créé. Pendant les 30 minutes suivantes, Maître Blanchard présenta méthodiquement nos preuves, la documentation d'Irène sur l'état mental de grand-mère, la lettre interceptée à papa, les déclarations du médecin de l'unité de soins palliatifs sur les niveaux de médication de grand-mère, et les dossiers financiers montrant des transferts suspects initiés par Michel depuis les comptes de grand-mère dans ces dernières semaines. À chaque nouvelle preuve, l'atmosphère dans la pièce changea. L'expression de Michel se durcit en quelque chose de froid et calculateur. Le sourire confiant de Nathalie laissa place à un tapotement nerveux des doigts. C'est circonstanciel, interrompit finalement Michel. Rien ici ne prouve de manière définitive que le testament n'était pas valide. Maître Blanchard acquiesça. C'est pourquoi nous avons gardé la preuve la plus convaincante pour la fin. Il fit glisser un DVD sur la table. Éléonore avait installé des caméras de sécurité dans son bureau après un cambriolage l'année dernière. Elles enregistraient en continu sur un serveur sécurisé. La couleur quitta le visage de Michel. Ce n'est pas admissible sans une chaîne de possession appropriée. La société de sécurité conserve les enregistrements, répondit Maître Blanchard. Ils ont fourni une certification d'authenticité. Il inséra le disque dans un lecteur connecté à un écran mural. Les images montraient le bureau de grand-mère, daté de 3 semaines avant sa mort. Michel entra, guidant une grand-mère Éléonore clairement désorientée vers son bureau. Nathalie rôdait à proximité, jetant occasionnellement un coup d'œil vers la porte comme si elle craignait que quelqu'un n'interrompe. Madame Dubois, ce ne sont que des mises à jour de routine de votre planification successorale, expliqua la voix enregistrée de Michel alors qu'il plaçait un stylo dans la main tremblante de grand-mère. Rien d'important ne change. Isabelle, demanda faiblement grand-mère. La maison, la bague, tout est exactement comme vous le vouliez, apaisa Nathalie, bien que son expression fût tout sauf réconfortante. On s'occupera d'Isabelle. Les images continuèrent, montrant Michel guidant physiquement la main de grand-mère pour signer plusieurs documents pendant que Nathalie surveillait. Une fois la signature terminée, Michel rassembla les papiers et aida grand-mère à regagner ce qui semblait être un fauteuil roulant juste hors champ. Maître Blanchard arrêta la lecture. Le silence dans la salle de conférence était absolu. C'est de la maltraitance de personnes âgées et de la fraude, déclara-t-il sèchement. Preuve évidente d'abus de faiblesse sur une personne en état de vulnérabilité. Le testament est invalide en soi. Nathalie se reprit la première. Vous avez monté ces images. C'est un coup monté. L'original est sécurisé auprès de la société de sécurité, répondit Maître Blanchard. Leur technicien forensique témoignera qu'il n'a pas été modifié. L'esprit juridique de Michel calculait déjà les options, les issues de secours. Que voulez-vous? Un règlement? Une division des actifs? Nous voulons justice, dis-je, parlant pour la première fois. Restitution de tout ce qui a été pris frauduleusement, plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et les coûts que nous avons engagés pour découvrir votre stratagème.
Vous ne pouvez pas prouver les dommages, rétorqua Michel automatiquement. Maître Blanchard sourit finement. En fait, si. Et il y a plus. Il sortit un autre document de son dossier. Ceci est la fiducie qu'Éléonore a établie 2 mois avant sa mort, alors qu'elle était manifestement saine d'esprit. Elle contient la majorité de sa succession, désignée pour Isabelle. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. Quelle fiducie? Il n'y a pas de fiducie. Elle a été créée spécifiquement pour être invisible à vos manipulations, expliqua maître Blanchard. Éléonore soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Elle a créé une assurance contre exactement ce scénario. Michel parcourut rapidement le document de la fiducie, son expression s'assombrissant à mesure qu'il réalisait les implications. Ce n'est pas possible. Nous l'aurions trouvé. Pas sans savoir quoi chercher, répondit maître Blanchard. Éléonore a été comptable pendant 40 ans. Elle savait comment protéger des actifs. L'ambiance dans la pièce changea à nouveau, cette fois passant du choc au calcul. Je pouvais presque voir Michel envisager des scénarios, cherchant n'importe quel angle pour sauver leur position. Si nous nous battons contre ça, ça deviendra moche pour tout le monde, dit-il finalement. La réputation d'Isabelle, la réputation de votre cabinet, Richard? Il jeta un coup d'œil à mon père. Nous pouvons sûrement parvenir à un compromis raisonnable. Papa se pencha en avant, les yeux fixés sur l'homme qu'il avait autrefois encadré. Il n'y aura aucun compromis avec la fraude, Michel. Tu es renvoyé du cabinet, avec effet immédiat. La sécurité est en train de vider ton bureau pendant que nous parlons. Nathalie se tourna vers moi, le désespoir remplaçant sa confiance habituelle. Isabelle, nous sommes sœurs. Une famille. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement entre nous. Comme vous avez trouvé des arrangements en volant la succession de grand-mère et en épousant mon ex-mari, demandai-je doucement. Ce genre d'arrangement familial? Que veux-tu de nous? Demanda Michel, son masque tombant enfin pour révéler le désespoir en dessous. Je les regardais tous les deux, mon ex-mari et ma sœur, qui avaient conspiré pour tout me prendre, à moi et à grand-mère Éléonore. À cet instant, je ne ressentis aucun triomphe, seulement de la tristesse face à ce que la cupidité avait détruit. Je veux que vous compreniez ce que grand-mère a essayé de m'apprendre toute ma vie, que l'intégrité compte plus que les possessions. Que la manière dont vous acquérez quelque chose est aussi importante que ce que vous acquérez. Je tendis la main sur la table et retirai doucement la bague en diamant du doigt de Nathalie. Elle était trop choquée pour résister. Il ne s'agissait jamais de l'argent, ni même de la maison, continuai-je. Il s'agissait d'honorer les dernières volontés de grand-mère Éléonore et les valeurs selon lesquelles elle vivait. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait pris la peine de comprendre. Maître Blanchard exposa nos conditions, restitution immédiate de tous les actifs acquis par le biais du testament frauduleux, comptabilité complète de tout ce qui a été vendu ou cédé, et un accord juridiquement contraignant de ne jamais contester la fiducie ni de faire de futures réclamations contre la succession. Si vous vous conformez pleinement, nous ne poursuivrons pas de charges pénales pour maltraitance de personnes âgées et fraude, conclut-il, bien que le cabinet de Richard sera toujours obligé de signaler les actions de Michel à l'ordre des avocats. Vous ruinez ma vie, chuchota Nathalie, les larmes apparaissant enfin. Qu'elle fût sincère ou une autre performance, il était impossible de le dire. Non, corrigeai-je doucement. Vous l'avez fait vous-même. Tous les deux. Alors qu'il partait, Michel rigide de fureur contenue, Nathalie inhabituellement soumise, maman me toucha le bras. J'aurais dû voir ce qui se passait. Je suis tellement désolé, Isabelle. Nous passons tous à côté de choses que nous aurions dû voir, répondis-je, pensant aux signes avant-coureurs avec Michel que j'avais ignorés des années auparavant. Mais pas grand-mère. Elle voyait tout clairement. Maître Blanchard rassembla ses papiers, la satisfaction évidente dans ses mouvements. Éléonore serait fière de toi, Isabelle. Tu as suivi sa carte à la perfection. Je baissai les yeux sur la bague en diamant, maintenant de retour en ma possession, non pas pour sa valeur monétaire, mais pour ce qu'elle représentait, la force et la prévoyance de la femme qui l'avait portée avant moi. Elle avait eu le dernier mot, après tout. Papa me serra l'épaule. Certainement. Et toi aussi. Les suites judiciaires se déroulèrent au cours des 3 mois suivants avec la précision méthodique qui aurait rendu grand-mère Éléonore fière. Le cabinet de maître Blanchard s'occupa de tout, me permettant de garder mes distances avec Michel et Nathalie tout en veillant à ce que chaque détail soit traité. Le testament frauduleux fut invalidé par décision de justice, le testament original de grand-mère étant rétabli.
La demeure de Dinah retourna à la succession, bien que les rénovations hâtives de Nathalie aient déjà causé des dommages importants à ses caractéristiques historiques. La collection de bijoux de famille, y compris des pièces qui appartenaient à notre famille depuis des générations, fut récupérée, moins 3 articles que Nathalie avait déjà vendus. Nous pouvons poursuivre les acheteurs, suggéra maître Blanchard lorsque l'inventaire révéla les pièces manquantes. Non, décidai-je après réflexion. Les frais de justice dépasseraient la valeur et je ne veux pas entraîner des acheteurs innocents dans ce pétrin. La fiducie que grand-mère avait établie se révéla être son véritable coup de maître. En plaçant la majeure partie de ses actifs, y compris ses participations commerciales et ses investissements les plus précieux, dans cette entité juridique distincte, elle les avait complètement protégés des manipulations de Michel et Nathalie. En tant que seul bénéficiaire, j'avais désormais une sécurité financière, indépendamment de l'issue de la contestation du testament. Elle avait toujours 3 coups d'avance, remarqua maître Blanchard alors que nous examinions les documents de la fiducie. Elle a bâti son cabinet comptable en déjouant des hommes qui la sous-estimaient. Michel et Nathalie n'avaient aucune chance. Michel fit face à des conséquences professionnelles au-delà de la perte de son poste au cabinet de papa. L'Ordre des avocats de Rennes lança une enquête éthique basée sur ses actions. Bien qu'il ait engagé une représentation agressive pour contester les accusations, sa carrière juridique était effectivement terminée en Bretagne. Selon les collègues de papa, il finit par déménager à Lyon pour rejoindre le cabinet d'un lointain cousin, recommençant comme simple collaborateur malgré ses années d'expérience. La situation de Nathalie s'avéra plus compliquée sur le plan émotionnel, sinon juridique. Avec le testament frauduleux invalidé et ses fiançailles avec Michel dissoutes au milieu du scandale, elle se retrouva soudainement sans la richesse, le statut ou la relation qu'elle avait manigancée pour acquérir. Maman tenta une réconciliation, malgré tout. « C'est toujours ta sœur », me rappela-t-elle lors d'un dîner dominical, 6 semaines après la confrontation. « Être sœur n'efface pas ce qu'elle a fait », répondis-je. Certaines trahisons ne peuvent être annulées par des excuses, surtout quand aucune excuse sincère n'a été offerte. La famille se fractura selon des lignes prévisibles. Les tantes, oncles et cousins qui avaient initialement cru au récit de Michel et Nathalie sur mon instabilité mentale faisaient maintenant face à des vérités inconfortables sur leur jugement. Certains s'excusèrent, d'autres maintinrent une distance gênée, quelques-uns s'accrochèrent obstinément à des explications alternatives qui me dépeignaient comme vindicatives plutôt que lésées. Je découvris que je me souciais moins de ces opinions que je ne l'aurais fait autrefois. Le dernier cadeau de grand-mère Éléonore n'était pas seulement la sécurité financière, c'était la liberté de définir les relations selon mes propres termes, sans le besoin désespéré d'approbation qui avait façonné mes premières années. La demeure de Dinah nécessita une restauration importante après les rénovations destructrices de Nathalie. J'engageai des spécialistes de la préservation du patrimoine pour réparer les dégâts dans la mesure du possible et moderniser avec sensibilité si nécessaire. Vivre dans la maison pendant ce processus créa une étrange juxtaposition, des pièces remplies d'échafaudages et de poussière de construction côtoyant des espaces préservés exactement comme grand-mère les avait laissés. « Es-tu sûr de vouloir rester ici pendant les travaux ?» demanda Amandine lors de sa première visite. « Ça va être chaotique pendant des mois. J'ai besoin de me la réapproprier, expliquai-je en lui montrant le bureau où le testament frauduleux avait été signé. Créer de nouveaux souvenirs pour écraser ce qui s'est passé ici. La guérison la plus profonde vint de sources inattendues. En triant les papiers personnels de grand-mère, sauvés de la destruction grâce à l'injonction d'urgence de maître Blanchard, je découvris des journaux remontant à ses 20 ans. Lire ses pensées intimes révéla une femme bien plus complexe que même moi ne l'avais comprise, ses triomphes professionnels, ses déceptions amoureuses et la réflexion minutieuse derrière chaque décision majeure de sa vie. J'ai refusé l'offre d'acquisition de Durand aujourd'hui, écrivit-elle dans une entrée de 1975. Il a suggéré qu'une femme de mon âge devrait être reconnaissante pour toute offre équitable. Je lui ai dit qu'une femme de mon âge a bâti ce cabinet à partir de rien tout en élevant seul un enfant, et qu'il devrait être reconnaissant que je daigne même discuter des conditions. Son visage a pris la plus satisfaisante des teintes violettes. Ces aperçus de sa vie intérieure m'aidèrent à traiter mon deuil, la transformant d'une grand-mère idéalisée en une femme pleinement réalisée, avec ses forces, ses faiblesses et une sagesse acquise par l'expérience. Papa luttait contre la culpabilité concernant son rôle dans la facilitation de la tromperie de Michel. Je l'ai fait entrer dans le cabinet, dans notre famille, confessa-t-il lors d'un rare moment de vulnérabilité. Je n'ai jamais remis en question son caractère parce qu'il reflétait ce que je voulais voir. C'était son talent, l'assurai-je. Faire voir aux gens ce qu'ils voulaient voir. Ta grand-mère l'a percé à jour immédiatement, se souvint papa.
Elle m'a dit qu'il n'était que de l'éclat, sans substance, la première fois qu'ils se sont rencontrés. J'aurais dû l'écouter. Cette reconnaissance du jugement de grand-mère aida à guérir la faille qui s'était formée dans notre relation pendant mon mariage avec Michel, lorsque papa s'était souvent rangé du côté de son protégé lors de désaccords. Le parcours de maman s'avéra plus compliqué. Son rôle passif dans la dynamique familiale, la tendance à éviter les conflits qui avaient permis au comportement de Nathalie de prospérer, resta largement inchangé. Bien qu'elle exprimât des remords pour avoir été témoin du testament frauduleux, elle continua à tenter de négocier la paix entre Nathalie et moi. Elle a envoyé une autre lettre d'excuse, rapporta maman lors d'une visite, sortant une enveloppe de son sac à main. Elle semble sincèrement pleine de remords cette fois. J'examinai la lettre, papier cher, l'écriture distinctive de Nathalie. A-t-elle mentionné avoir fait amende honorable pour les bijoux qu'elle a vendus, ou s'est-elle excusée spécifiquement d'avoir exploité l'état de santé de grand-mère? Le silence de maman répondit à ma question. Les excuses de Nathalie restaient des exercices de gestion d'image plutôt qu'une véritable prise de responsabilité. Je rendis la lettre non ouverte. Quand elle sera prête à reconnaître ce qu'elle a réellement fait, pas seulement qu'elle est désolée que les choses n'aient pas tourné comme prévu, j'envisagerai une conversation. 6 mois après la confrontation, je reçus un avis indiquant que Nathalie avait déménagé à Bordeaux pour un nouveau départ. La distance apporta un soulagement inattendu. Sans sa présence physique en Bretagne, l'anxiété constante des rencontres potentielles s'apaisa. Je pouvais faire du shopping, dîner et socialiser sans scruter chaque pièce à sa recherche. Alors que l'automne arrivait, marquant le premier anniversaire de la mort de grand-mère Éléonore, je me sentis enfin prête à revendiquer pleinement mon héritage, pas seulement les biens matériels, mais l'héritage d'indépendance et d'intégrité qu'elle avait cultivé tout au long de sa vie. Je me tenais dans son bureau restauré, entouré de ses livres, de son bureau, de sa présence. La bague qui avait suscité tant de conflits reposait dans sa boîte d'origine sur la cheminée, belle, mais ne définissant plus ma valeur ou ma sécurité. J'ai suivi ta carte, grand-mère, murmurai-je à la pièce vide qui, d'une manière ou d'une autre, contenait encore son essence. Jusqu'à bon port. 2 ans après la mort de grand-mère Éléonore, la demeure de Dinard était entièrement restaurée, son architecture gracieuse et ses détails historiques préservés, tout en incorporant subtilement des commodités modernes. Le jardin fleurissait de ses roses et hortensias préférés, entretenus désormais par mes mains plutôt que les siennes. À l'intérieur, sa présence demeurait dans des meubles et des œuvres d'art soigneusement choisies, bien que j'ai progressivement introduit ma propre esthétique également. Ce n'était plus seulement la maison de grand-mère ou un héritage contesté, c'était devenu ma maison. Ma vie professionnelle s'était transformée parallèlement à l'espace physique. Après avoir réglé les questions de succession, j'avais utilisé ma formation juridique et mes nouvelles participations commerciales pour créer une fondation soutenant les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans. Initiative Nouvel Élan fournissait du mentorat, du réseautage et un financement de démarrage aux femmes qui lançaient des entreprises plus tard dans la vie des femmes comme grand-mère Éléonore, qui avait fondé son cabinet comptable à 47 ans après la mort de son deuxième mari. Éléonore aurait adoré ça, remarqua maître Blanchard lors de l'événement de lancement de la fondation, organisé dans le jardin rénové de la demeure. Désormais semi-retraité mais servant toujours de conseiller occasionnel, il était devenu un ami précieux ainsi que l'exécuteur testamentaire de grand-mère. Elle disait toujours que son meilleur travail était venu après que la plupart des gens s'attendaient à ce qu'elle prenne sa retraite. J'acquiesçais, observant des femmes d'âge varié réseauter sur la pelouse. Je veux créer cette opportunité pour d'autres. La fondation ne représentait qu'un aspect de l'héritage de grand-mère. Ses participations commerciales, le cabinet comptable qu'elle avait bâti à partir de rien, les investissements immobiliers commerciaux qu'elle avait soigneusement sélectionnés, le portefeuille d'actions qu'elle avait géré avec une perspicacité remarquable nécessitaient désormais ma gestion. J'avais passé l'année précédente à apprendre les subtilités de chacun, guidé par ses dossiers méticuleux et les employés de longue date qui avaient respecté son leadership. Vous lui ressemblez plus que vous ne le pensez, commenta Judith Martel, qui avait été l'assistante de direction de grand-mère pendant 20 ans et occupait maintenant le même poste avec moi. Elle était réfléchie comme vous, pensant aux décisions, mais décisive une fois qu'elle avait analysé les options. Cette comparaison ne ressemblait plus à une norme impossible à atteindre, but plutôt à une connexion à poursuivre. Je découvris, en gérant ses affaires, que je partageais non seulement ses valeurs mais aussi beaucoup de ses forces, des forces que je n'avais pas pleinement reconnues en moi avant que les circonstances ne m'obligent à les revendiquer. Ma relation avec mes parents continua d'évoluer de manière inattendue. Papa avait pris sa retraite de son cabinet d'avocat, le scandale Michel ayant accéléré une transition qu'il envisageait depuis des années.
Libéré des pressions professionnelles, il révéla un côté plus doux et plus réfléchi que j'avais rarement entrevu dans mon enfance. J'ai toujours admiré la clarté d'Éléonore, confessa-t-il lors d'un de nos déjeuners désormais réguliers. Elle n'a jamais dévié de ses principes, même lorsque cela lui coûtait socialement ou financièrement. J'ai trop souvent fait des compromis dans ma carrière. Il n'est jamais trop tard pour changer de priorité, suggérai-je, le regardant considérer cela avec une nouvelle ouverture. La transformation de maman s'avéra plus subtile mais tout aussi significative. Bien qu'elle aplanît encore instinctivement les conflits, elle avait commencé à exprimer ses propres opinions plus directement. La pacificatrice passive laissait lentement place à une femme avec des préférences, des limites et des idées parfois surprenantes. Nathalie a de nouveau appelé, rapporta-t-elle lors du dîner dominical, 6 mois plus tôt. Elle veut venir à Noël. Je me tendis automatiquement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nos plans pour les vacances étaient déjà fixés et que peut-être l'année prochaine serait mieux. Maman plia sa serviette avec précision. Elle doit mériter de revenir dans nos vies, pas seulement décider quand cela lui convient de revenir. Papa et moi avions échangé des regards choqués devant cette limite inhabituellement ferme. Maman avait simplement continué à servir le dessert, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Nathalie elle-même restait une absence compliquée dans ma vie. Après son déménagement à Bordeaux, les communications se réduisirent à des messages occasionnels par l'intermédiaire de maman. J'entendis dire qu'elle avait trouvé du travail dans une agence de relations publiques, tirant parti de son talent pour créer des impressions favorables. Parfois, je me demandais si elle réfléchissait un jour à ce qui s'était passé, si elle reconnaissait les dommages causés par ses actions ou si elle regrettait simplement leur échec. « Penses-tu que vous vous réconcilierez un jour ?» demanda Amandine lors d'un de nos dîners mensuels, désormais organisés dans la salle à manger de la demeure de Dinard, où grand-mère m'avait enseigné l'indépendance financière autour d'innombrables repas. « Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Le pardon ne signifie pas nécessairement la restauration d'une relation. Certaines trahisons changent le paysage de façon permanente. Michel avait effectivement disparu de ma conscience, à l'exception de mises à jour professionnelles occasionnelles par le biais des cercles juridiques. Son enquête éthique s'était terminée par une suspension d'1 an plutôt qu'une radiation et une conséquence qui semblait insuffisante compte tenu de ses actions, mais qui était apparemment typique pour les premières infractions sans préjudice pour le client. Les blogs juridiques de Lyon mentionnaient occasionnellement son nom en relation avec des affaires d'entreprise, suggérant qu'il avait reconstruit un semblant de carrière loin de la Bretagne. Je découvris que je pouvais maintenant penser à lui sans la douleur viscérale qui avait autrefois accompagné son souvenir. Il était devenu simplement un chapitre de mon histoire, plutôt que son récit déterminant une leçon sur la confiance accordée aux actions plutôt qu'aux mots, à la substance plutôt qu'au charme. Quant à ma vie personnelle, j'avais abordé de nouvelles relations avec une intention prudente, ne me précipitant ni pour remplacer ce qui était perdu, ni me fermant à la connexion. Michel m'avait laissé méfiante mais pas brisée, la trahison de Nathalie, douloureuse mais finalement instructive. Je reconnaissais maintenant la valeur de laisser les gens se révéler avec le temps, plutôt que de projeter mes espoirs sur leur présentation soigneusement élaborée. Cela avait conduit à une amitié inattendue avec Thomas Renard, un architecte spécialisé dans la préservation du patrimoine qui avait été consulté pour la restauration de la demeure. Notre relation professionnelle avait progressivement évolué vers quelque chose de plus personnel, les conversations s'étendant au-delà des motifs de papier peint et des luminaires d'époque pour aborder les livres, la musique et, finalement, les histoires complexes qui nous avaient façonnés tous les deux. La confiance se gagne progressivement, dit-il lors d'une de ces conversations, après que j'eus partagé des versions abrégées du conflit d'héritage. Elle ne se donne pas d'un coup, sur la base d'un potentiel. Contrairement au charme étudié de Michel, Thomas offrait quelque chose de plus rare, une authenticité qui n'exigeait pas une intimité immédiate mais lui permettait de se développer naturellement. Que notre connexion évolue vers quelque chose de plus profond restait à voir, mais je trouvais du réconfort dans l'absence de pression pour la définir prématurément. Au 2e anniversaire de la mort de grand-mère Éléonore, j'organisai un petit rassemblement commémoratif dans le jardin qu'elle avait aimé. Maître Blanchard vint avec sa femme depuis 40 ans. Judith et plusieurs employés de longue date du cabinet comptable apportèrent des histoires sur l'héritage professionnel de grand-mère. Maman et papa contribuèrent avec des souvenirs de décennies de liens familiaux. Même Léa et d'autres membres de la famille élargie qui avaient initialement cru au récit de Nathalie y assistèrent, les relations se réparant prudemment. Alors que le crépuscule adoucissait les contours du jardin, je levai un verre du pinot noir préféré de grand-mère, à Éléonore Chevalier Dubois, femme d'affaires, grand-mère est la personne la plus sage que j'ai jamais connue. À Éléonore, firent-ils écho,
les verres reflétant les guirlandes lumineuses qui éclairaient le jardin. Plus tard, après le départ des invités et que le calme se fut installé sur la demeure de Dinard, je m'assis dans le bureau de grand-mère, maintenant le mien aussi, et ouvris son journal de 1992, l'année de ma naissance. Son écriture, confiante et distinctive, remplissait la page. J'ai tenu ma petite fille aujourd'hui, Isabelle Jeanne Dubois. 3 kg 262 possibilités. En regardant son petit visage, je lui ai fait une promesse, je lui apprendrai tout ce que j'ai appris sur le fait de se tenir sur ses propres jambes. Le monde essaiera de la diminuer, mon travail est de l'aider à découvrir à quel point elle est vaste intérieurement. Je fermai le journal, sentant la continuité entre sa vie et la mienne, non seulement par les biens hérités ou l'ADN partagé, mais par les valeurs transmises, les leçons absorbées et la sagesse progressivement revendiquée comme mienne. La bague en diamant captait le clair de lune depuis sa place sur la cheminée, belle, mais n'étant plus le centre du conflit ni le symbole de la perte. Elle était revenue à ce que grand-mère avait voulu, une connexion entre des générations de femmes qui se définissaient elles-mêmes plutôt que de laisser les autres les définir. Quel héritage a façonné votre vie? La sagesse de quelqu'un vous a-t-elle guidé à travers des moments difficiles, ou avez-vous dû trouver votre propre chemin sans carte? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours pour récupérer ce qui m'appartenait de droit a résonné en vous, veuillez vous abonner pour entendre plus d'histoires de résilience et de renouveau. Aimez et partagez si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin qu'on lui rappelle sa propre force aujourd'hui. Merci d'avoir été témoin de mon histoire. Parfois, partager notre vérité est l'héritage le plus puissant que nous puissions revendiquer.